Nous allons maintenant parler de l'immobilier. Les conséquences de la Covid sur l'immobilier en Europe. Laissons la place à Guy Marty. Bonjour et bienvenue. Alors, nous avons un grand débat sur les conséquences du Covid-19 sur l'immobilier en Europe. Et pour traiter cette question, nous avons 4 professionnels qui ont une chose en commun, c'est que chacun de leurs groupes organise leur distribution par les CGP, donc par le Conseil en gestion de patrimoine. Et par contre, ils ont des grandes différences. Alors d'abord, nous avons un président, Alexandre Claudet, président d'Estiam. Ensuite, Christophe Inizan, directeur commercial de La Française. Ensuite, Daniel Wise. Alors là, on a un intellectuel. Daniel Wise, c'est le directeur de la recherche et de la stratégie chez Primonial. Et enfin, Yann Vicoq, qui est le directeur du fonds de management, ou en français, le directeur de la gestion des fonds de Perial. Alors, je propose de commencer tout de suite par les conséquences de ce qui s'est passé sur les marchés immobiliers. Ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais l'année 2020 a été une année pleine de surprises, d'inattendus, d'inimaginables, d'inimaginés. Et on sait qu'on arrive maintenant progressivement à l'heure des conséquences. Alors, Alexandre Claudet, par exemple, les conséquences de ce qui s'est passé sur les marchés immobiliers. Oui, bonjour. Alors effectivement, le Covid-19 a un impact important au niveau de l'économie et des différents secteurs d'activité. Et ces impacts vont prendre des formes différentes au niveau des différents segments immobiliers. Je m'explique, ces différences vont se manifester dans l'intensité, puisque certains secteurs ont été fermés par le confinement ou se trouvent confrontés à des difficultés qui sont liées aux limitations de déplacement. Par exemple, on identifie tout de suite les commerces, en particulier ceux qui ont été jugés non essentiels, ou le secteur de la culture et de l'hôtellerie. Donc là, un impact fort et immédiat. Et puis, on a également un impact qui peut être différé dans le temps, puisque ce qu'on devra mesurer dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est les évolutions de comportement liées à la consommation ou liées au travail que l'on va connaître. On sait aujourd'hui qu'après le Covid, des habitudes auront été prises, et ce qui est plus compliqué, c'est de mesurer quel pourra être l'impact, par exemple, du télétravail, puisque on ne peut pas ignorer aujourd'hui que ce sont des modalités qui ont pris plus d'importance. Donc, si bien entendu, il ne s'agit pas d'exagérer le phénomène qu'il peut prendre, on sait très bien que demain, et notamment au niveau des plus grandes entreprises qui ont la capacité de faire du flex office, il y aura des évolutions dans les surfaces occupées. Donc le Covid a un impact différencié selon les typologies d'actifs et un impact qui pourra être évolutif dans le temps, là aussi en fonction des différents secteurs. Merci. Alors, Yann Vicoq, même question, mais peut-être une réponse différente. Alors oui, bonjour à tous. Il faut peut-être d'abord rappeler que cette crise, c'est pas une crise immobilière à la base. Et c'est quand même quelque chose d'important. La dernière crise, je vous rappelle, en 2008-2009, elle était de nature immobilière à sa source. Aujourd'hui, on est rentré dans la crise sur un facteur exogène, dans des conditions de marché qui étaient somme toute pas du tout les mêmes que celles qu'on connaissait en 2018-2009. C'est-à-dire qu'on était sur des fondamentaux très sains de marché, et je pense que c'est important. C'est-à-dire que nos fonds étaient quand même dans des dynamiques qui étaient bonnes, et c'est toujours mieux d'aborder une crise quand on est sur une bonne dynamique. Les prix à bail étaient sur des records. Les taux de vacances dans les plus grandes villes européennes étaient au plus bas historiquement, et c'est somme toute important. Et il n'y a pas non plus de suroffre d'offres à venir
venir d'immeubles en construction. Il peut y avoir des poches de surconstruction sur certaines villes européennes, mais globalement, le marché est beaucoup mieux tenu que ce qu'on pouvait voir en 2008-2009. Donc ça, c'est un premier point. Je trouve que c'est quand même important de rappeler qu'on est rentré dans cette crise avec des fondamentaux beaucoup plus sains qu'auparavant. Après, il faut aussi dire que la première réponse, mais qui est la réponse, je dirais, depuis maintenant plusieurs années, c'est l'injection de liquidités par les banques européennes, qui fait qu'il y a un afflux de capitaux très important sur l'immobilier, et que on n'a pas aujourd'hui de crise de liquidité. Et c'est important de le dire, puisque une des grosses crises immobilières, ça a été celle des années 90, où tout a été bloqué, où il n'y avait plus de liquidité. Là, il y a de la liquidité. On a vu sur les appels d'offres, après le premier confinement, des appels d'offres avec 10, 12 offres qui se battaient sur les mêmes immeubles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit un marché quand même qui s'est différencié, avec un marché qui est beaucoup plus polarisé sur ce qu'on appelle l'immobilier prime, c'est-à-dire les immeubles qui sont bien loués et les immeubles qui sont bien positionnés. Sur ce genre d'immeuble, il y a énormément d'acteurs et on voit les taux de rendement qui globalement ne baissent pas, qui globalement ne bougent pas, voire baissent un petit peu, puisque les acteurs vont aller vers ce type d'actifs. Par contre, effectivement, sur les actifs plus compliqués, que ce soit au niveau du secteur, comme disait Alexandre, ou alors parce qu'ils sont moins bien loués. Là, effectivement, c'est aujourd'hui plus compliqué. Mais je pense qu'on est sur un marché de l'investissement qui aujourd'hui est encore très sain, avec beaucoup d'acteurs présents. Et alors, beaucoup de Français, mais il reste encore quelques acteurs étrangers. Donc, un marché qui continue à vivre. Très, très bien. Christophe Inizan, La Française, vous êtes directeur commercial. Alors, qu'est-ce que vous pouvez raconter à vos réseaux et à vos clients dans ce contexte? Oui, effectivement. Donc, la crise, sans paraphraser ce qui vient d'être dit, a été plus un révélateur de ce qui était déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années, qu'on avait vu, nous, à La Française, émerger. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer la crise du Covid 2020 et probablement 2021 en partie à la crise de 2008 qui était une crise principalement du crédit. Et on voit bien que, comme cela a été précédemment évoqué, on a encore beaucoup de volume d'investissement, de liquidité qui cherchent à s'investir. Donc ça, c'est un point central parce que, bien évidemment, cette dimension de liquidité est un facteur de soutien à court, moyen et long terme pour le comportement de la classe d'actifs. Nous, ce qu'on voit à La Française et ce qu'on analyse, c'est qu'au-delà de ce révélateur, de cet accélérateur de l'histoire en quelque sorte qu'aura été la crise du Covid, c'est aussi la traduction des modifications des usages qu'on voit. Et on voit bien que ça va impacter le comportement des acteurs immobiliers, que ce soit les investisseurs d'une part bien évidemment, mais aussi des locataires et des gérants d'actifs. Et il va falloir être au plus près de l'évolution de ces usages de l'immobilier, que ce soit le commerce avec le e-commerce, que ce soit le bureau avec le télétravail pris dans son acception la plus large, mais aussi bien évidemment le résidentiel, parce qu'on ne peut pas analyser l'immobilier comme un bloc homogène et uniforme. Un dernier point quand même sur l'analyse qu'on fait rapidement de la situation. La thématique de la table ronde, c'est l'immobilier en Europe. On ne peut pas comparer le comportement de l'immobilier français à l'immobilier anglais, pour ne prendre que cet exemple d'actualité, et encore moins l'immobilier allemand. Donc il faut faire preuve d'une très grande sélectivité sur les classes d'actifs, bien évidemment, mais aussi et surtout sur les zones géographiques. Et c'est ce qu'on essaie d'opérer. Et pour conclure mon propos, effectivement, il y a un facteur de soutien très fort que je répète ce soir. C'est la prime de risque de l'immobilier, modulo l'environnement de taux qu'on connaît, va rester quand même extrêmement attractive. Vous avez les marchés actions qui sont très volatiles, les marchés obligataires qui connaissent des évolutions très différentes entre les dettes gouvernementales et les dettes corporate, et enfin le monétaire qui est à zéro. Donc l'immobilier a toute sa place encore aujourd'hui de notre point de vue. Bah, c'est une précision tout à fait intéressante. Alors, je rappelle, hein, effectivement, le débat, c'est l'Europe, mais je rappelle quand même que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Europe, mais que la France en fait partie. Hein. Donc, on a le droit de parler aussi de l'immobilier français. Hein. Même question pour Daniel Weil. Alors, Daniel Weil, Primonial. Bon, c'est un homme original parce que, bon, il est directeur recherche et stratégie, mais il a une grande culture littéraire, historique, philosophique, etc., ce qui lui donne un certain recul. Alors, est-ce que, à partir de votre recul, Daniel, vous avez des choses de plus à nous dire sur ce qu'on peut attendre sur les marchés immobiliers ?
Le Covid, d'abord, c'est... Déjà, est-ce qu'il faut employer le terme de crise ? Parce qu'il y a un concept, si on veut absolument solliciter les humanités, qui est le fait en sociologie, on parle de fait social total, plutôt que de crise, c'est-à-dire d'un mouvement qui modifie tout, les mœurs, les régimes politiques, l'économie, etc. Et donc, à mon sens, on vit plutôt un changement de régime qu'une crise. Et j'entends le changement de régime, à la fois dans son sens politique, mais qu'on ne va pas aborder ici, mais aussi régime macroéconomique, régime de taux, régime de liquidité, etc. Maintenant, si on redescend sur les indicateurs vraiment financiers et économiques, je pense qu'il faut, en plus de tout ce qui a été dit auparavant et que je partage, dire qu'on est face à une crise du numérateur plutôt que du dénominateur. C'est-à-dire que 2008 a été une crise du dénominateur, c'est-à-dire de la valeur. A été une crise où finalement, par un changement de l'environnement de taux, finalement, il y a eu une baisse mécanique des valeurs d'actifs dans les années 2008-2009 et notamment en immobilier. Alors que la crise qu'on a vécue, notamment lors du premier confinement, a été une crise du numérateur, c'est-à-dire du revenu, c'est-à-dire du loyer. Autrement dit, ce qui a été violemment impacté, comme on dit, c'est la marge brute d'autofinancement des entreprises. Et finalement, les acteurs qui ont été pénalisés sont ceux qui étaient courts en trésorerie. Ça, c'est un point qui est important parce que c'est ce qui explique le côté asymétrique, qui a été souligné par Alexandre et par Yann, le côté asymétrique de cette crise. On n'a pas du tout vécu la même crise au niveau de la récupération du recouvrement des loyers, qu'il s'agisse de commerce, d'hôtellerie, ou qu'il s'agisse de petits bureaux occupés par des locataires courts en trésorerie, alors que des grandes entreprises qui avaient des plans de continuité d'activité ou qui avaient de la trésorerie ou qui avaient une diversification suffisante, finalement ont pu passer ces caps des deux confinements que nous avons vécus dans des conditions financières, je dirais, qui ont maintenu l'essentiel. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est le caractère de purge de cette crise face aux activités et aux locataires qui sont courtes en trésorerie. Donc ça veut dire que, alors que l'immobilier, ça sera toujours localisation, mais il y a quand même aussi locataire. C'est-à-dire que notre façon d'évaluer le risque locataire, à mon avis, doit évoluer au regard de cette crise. Il y aura forcément un repricing, une réévaluation des activités qui nécessitent du brassage social. C'est pas la même chose d'assister à un match de foot quand on est 80 000 ou quand on est 50. Ça peut pas être le même prix. Et il y a des activités qui vont perdurer comme ça. Et les mesures de distanciation sociale, vaccin ou pas, peuvent tout à fait perdurer. Donc je crois qu'il faut se dire qu'on vit une crise, mais qui ne va pas déboucher sur un retour à l'état antérieur, mais plutôt sur une sorte de changement d'usage. Et c'est pour ça que cette thématique de l'usage, elle est, à mon avis, centrale. Eh bien, très bien. Je crois que le décor a été planté. Et maintenant, on va parler des produits. Enfin, d'un produit qui s'appelle la SCPI. Alors, je vous propose encore de traiter le sujet de façon générale. C'est-à-dire que le produit SCPI ou les SCPI en général, ou tel type de SCPI, comment vont-elles traverser cette période mouvementée ? On est dans une mer qui risque d'être agitée, ou du moins il y a des différentes asymétries, comme dit Daniel, qui peuvent continuer à se produire. Donc, comment le navire SCPI est-il armé, construit pour plus ou moins bien traverser la tempête ? Christophe. Alors, on a bien vu en 2020, effectivement, que l'épargne immobilière collective non cotée était, pour employer un mot qu'on a beaucoup utilisé, résiliente s'il en est, mais surtout l'association entre le non coté spécifique au SCPI, mais pas que, l'OPCI, les SCI, et l'immobilier, qui est un placement de long terme, répond parfaitement à l'attente des épargnants, mais aussi, et c'est très intéressant, des investisseurs que je vais qualifier d'institutionnels. Donc, les qualités intrinsèques de la SCPI, pierre-papier, épargne immobilière collective, qui laissent du temps au temps, qui laissent du temps aux gérants, notamment d'agir pour adapter les portefeuilles, et c'est le cas de beaucoup de maisons qui adaptent, en faisant preuve d'agilité leur parc aux nouveaux usages, comme cela a été évoqué, aux nouvelles thématiques d'investissement. On voit bien que ce véhicule d'épargne, qui a été longtemps qualifié de véhicule de bon père de famille, a des vertus qui répondent parfaitement. Alors,
certes à la notion de valeur refuge que cherchent les investisseurs, mais plus encore à la recherche de stabilité dans la performance. Et il est évident que le couple risque-rendement de l'immobilier traduit via les SCPI est probablement une qualité qui va continuer à satisfaire les attentes des investisseurs. Donc oui, la SCPI probablement, et tout l'environnement de l'épargne immobilière collective, j'ajouterais les OPCI, voire les SCI, devrait connaître une accélération dans les années à venir, dès lors qu'on sera capable, et c'est probablement le cas en ce moment, de passer la crise du Covid dans des conditions plutôt bonnes, voire pour certains très bonnes. Bon, voilà une note positive. Alors, voyons s'il y a d'autres des dièses ou des bémols à mettre là. Alexandre ? Oui, alors comme Christophe, moi je pense que la grande chance des CPI, en fait, c'est d'être des produits collectifs. Produits collectifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part, c'est géré par des professionnels, donc qui maîtrisent la situation, qui ont pour métier d'anticiper un certain nombre de choses. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise du Covid, c'est une modification donc des comportements, qu'ils soient de consommation ou de travail. Mais c'est pas une révolution finalement, c'est une accélération d'un certain nombre de choses qu'on avait déjà commencé à entrevoir avant cette période et qui ne fait que s'accélérer. Et donc les entreprises, les sociétés de gestion ont commencé à anticiper ce genre de choses et peuvent le faire au sein d'un portefeuille important. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'en tant que produit collectif, on est en face de portefeuilles de grande taille, avec un nombre important d'actifs. Et la mutualisation qui résulte de ça permet d'une part d'atténuer le risque, de les mutualiser, mais en même temps de pouvoir travailler une partie du portefeuille pendant que l'autre partie continue à gérer du revenu. Et puis je dirais que le troisième avantage aussi de cette typologie de produits collectifs, c'est de pouvoir bénéficier de réserves, qu'il s'agisse de réserves de résultats avec le report à nouveau, ou de réserves de plus-value, et notamment de plus-value distribuable. Et quand on a la chance d'avoir des SCPI assez anciennes, et c'est le cas de tout le monde ici, je pense qu'on a des actifs que parfois on peut arbitrer dans des situations différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui de leur usage, pour faire par exemple de la transformation en logement. Et dans ces cas-là, on arrive à arbitrer sur des valeurs au-dessus des valeurs d'expertise qui permet de générer du revenu complémentaire sans appauvrir la SCPI. Donc je retiens essentiellement cela, la catégorie, la qualité collective est un atout pour la SCPI. Bon, tout cela me paraît très fondé, mais après ces deux premières réponses, je reste un petit peu sur ma faim, donc j'ai reformulé ma question. Daniel, les SCPI, dans cette tempête à venir sur l'investissement, il y a quand même un monde un peu incertain, avec des surprises, avec des secteurs qui souffrent pendant que d'autres gagnent. C'est quoi les qualités et les défauts des SCPI ? Moi, je dirais que j'en ai deux qualités fondamentales. La première, c'est la taille du secteur. On est sur un secteur qui est 3 ou 4 fois plus important que lors de la crise de 2008 en capitalisation et plus de 10 fois plus important que lors de la crise années 90. Donc c'est vraiment un secteur où il y a énormément de véhicules dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros et donc qui n'est pas du tout armé de la même manière qu'il y a 20-25 ans. Donc la taille est un vrai facteur de protection. Et après, il y a un facteur de protection plus technique, c'est la lenteur, qui est aussi leur faiblesse. C'est la lenteur des SCPI, de la valorisation des SCPI. C'est-à-dire que les SCPI n'ont pas de valeur liquidative. Elles ne sont pas obligées de se valoriser à la valeur d'échange des immeubles si on les vendait demain matin. On n'est pas en fair value. Et donc ça, c'est fondamental par rapport aux autres classes d'actifs. C'est que le décalage des expertises, à la fois dans le temps, et puis le fait que les prix de part de SCPI ne sont pas nécessairement, n'ont pas à répliquer totalement et dans l'immédiat les valeurs d'expertise, fait que dans une crise
qui est vécue comme très violente mais très spontanée, très ponctuelle, finalement, elles arrivent à passer ce cap en préservant leur valorisation. En tout cas, si la crise ne perdure pas, et c'est tout l'enjeu actuel. Ça, c'est au niveau de ce que j'appelais le dénominateur, la valeur d'actif. Puis au niveau du numérateur, ce qu'il ne faut jamais oublier en gestion, c'est qu'avant l'impayé, il y a beaucoup d'alternatives de négociation avec un locataire. On peut reporter, on peut allonger la durée du bail, on peut faire payer en fin de trimestre, à trimestre échu plutôt qu'à trimestre à échoir. Bref, il y a tout un tas de façons de moduler, de donner un peu d'air en termes de trésorerie, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui font qu'en fait, avant de buter sur l'impayé, si on est, je dirais, un peu pointu et un peu bon en négociation, on peut arriver à amortir le choc. Donc en fait, la grande vertu des SCPI, qui est aussi leur défaut quand ça va bien, c'est que quand ça va mal, elles sont lentes. Donc ça, je pense que c'est un vrai dans leur valorisation. Et donc c'est un vrai atout, à mon avis, structurel pour le secteur. Très très bien. Alors, même question donc à Yann Wittkok. Alors, je précise que lui, il va devoir nous donner une réponse, il va pouvoir nous donner une réponse peut-être encore plus précise, puisque c'est un grand bricoleur devant l'éternel. Il adore tout démonter, remonter, fouiller dans sa voiture, il construit lui-même ses enceintes, etc. Alors, quand vous regardez ce qu'il y a dans le moteur des SCPI, qu'est-ce que vous en déduisez sur la capacité et sur les risques dans les prochaines années ? Moi, je pense que ce qui nous protège le plus, c'est qu'on est... alors, je souscris à tout ce qui a été dit avant, parce que je pense que effectivement la mutualisation, c'est quelque chose d'important. Mais ce qui nous protège le plus, c'est nos taux d'occupation, en fait. On est des véhicules de rendement qui sont loués. Globalement, la plupart de nos véhicules ont tous des taux d'occupation supérieurs à 90%, 90-95%. Donc, et comme on représente une masse importante, comme le disait Daniel, on doit être à plus de 65 milliards maintenant de capitalisation des SCPI, ce qui veut dire que statistiquement, même s'il se passe des choses sur les loyers et que on a moins de taux d'occupation, on parle de véhicules qui sont loués. Et ça change tout d'un point de vue déjà du rendement, et ça change tout aussi sur les valeurs. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est attaqué sur les valeurs, c'est les actifs qui sont en difficulté. Donc les actifs pas loués, les actifs... Et globalement, alors on a tous des actifs un peu plus compliqués, mais globalement, les véhicules, les actifs dans nos SCPI, ils sont loués. Et donc, et on l'a bien vu, et on le verra, je pense, sur les valeurs cette année. Globalement, les valeurs de nos actifs 2020 sont restés globalement étales. En 2021, le risque principal sur lequel il faut qu'on fasse très attention, c'est un risque de faillite, de vagues de faillite. Mais je dois dire que pour l'instant, les mesures qui ont été prises, que ce soit en France ou dans la plupart des pays européens, ont permis quand même de tenir et de faire en sorte que nos entreprises tiennent. C'est quand même assez extraordinaire de voir la semaine dernière les statistiques sur les faillites françaises. Il y a eu moins de faillites françaises en 2020 qu'il y en a eu en 2019. Malgré tout ce qu'on a vécu, c'est quand même assez extraordinaire. Donc les mesures qui ont été prises pour l'instant permettent aux SCPI, permettent aux locataires de tenir le coup et donc aux SCPI de tenir le coup. Et si on rajoute à ça ce que disait Daniel avant, c'est-à-dire cette capacité des SCPI de pouvoir passer ces crises ponctuelles, les SCPI sont dans une position plutôt favorable. Et enfin, je pense que l'essentiel, c'est que c'est un véhicule qui plaît et qu'on n'a pas vu pendant cette année de 2020 de désamour de la part des particuliers. Et ça, c'est important. Les SCPI doivent continuer à collecter pour continuer à être résilientes. Et donc, on a vu des collectes qui, certes, étaient inférieures au pic de 2019, mais qui restent très bonnes, qui doivent être dans les top 3 des meilleures années depuis la création des SCPI, et surtout des niveaux de retrait faibles, voire chez nous, par exemple, inférieurs à ce qu'on avait connu en 2019. Donc c'est des véhicules qui sont soutenus par les porteurs de parts, et ça, je pense que c'est important aussi. Bon, ce que je comprends, moi, c'est que les SCPI sont un navire robuste, donc on peut se dire que si les perturbations ne sont pas trop longues, autrement dit, si la
reprise ensuite ne tarde pas trop à venir, tout devrait bien se passer. Alors, dans ce contexte où il demeure quand même des incertitudes, j'aimerais savoir un peu ce que les uns ou les autres ont comme vision particulière, avec quel type d'action. Est-ce qu'il favorise plutôt tel ou tel SCPI? Est-ce qu'il favorise plutôt telle ou telle façon d'investir? Ou est-ce qu'il pousse, je ne sais pas, tel ou tel thème? Daniel, par exemple. Nous, en fait, on a chez Primonial, et justement parce qu'on est distribué par des conseillers en gestion de patrimoine, on essaie toujours de raisonner en termes d'allocation d'actifs à l'intérieur de l'immobilier. Et on propose souvent des allocations de type 50% bureau, 25% commerce, 20% santé, etc., avec une gamme adaptée. Et donc, nous, effectivement, on pense, mais on n'est pas très original sur ce point, que le résidentiel et les actifs, entre guillemets, alternatifs de type santé, logistique, on ne gère pas de logistique, mais je le cite quand même, vont être les meilleurs gagnants de cette crise. On pense qu'il y a une thématique aussi qu'on souhaite pousser, qui est celle des sièges sociaux, pour ce qui est des bureaux. Parce que notre avis, et y compris parce qu'on discute avec beaucoup de grands utilisateurs de bureaux de la place, c'est qu'il va y avoir effectivement une recomposition de l'empreinte immobilière des grands groupes, des grands utilisateurs, qui sont les principaux locataires en Ile-de-France et en France, mais pas dans le sens, je dirais, d'un remplacement par le télétravail des mètres carrés existants, mais plutôt d'un recentrement sur les sièges sociaux qui vont de plus en plus devenir, non pas des usines tertiaires avec des capacitaires très, très, très élevés, mais des lieux où on va pouvoir faire ce qu'on ne peut pas faire précisément en télétravail, c'est-à-dire la cohésion d'équipe, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire de nouvelles formes d'événementiel à réinventer. On voit bien d'ailleurs que le télétravail a été vécu très différemment lors du premier confinement où il y avait une espèce de découverte, et du deuxième où c'était déjà déprimant, et le troisième qui pourrait arriver pourrait être, pour à mon avis sonner clairement en tout cas chez nous tout le monde veut revenir au bureau, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entreprises. Donc pour moi il y a aussi une thématique sièges sociaux qu'on souhaite pousser. Très très bien. Alors, Yann Didcock, sur quoi vous mettez l'accent chez Perial ? Alors, deux thématiques principales. Une thématique qui nous semble essentielle, qui est la thématique carbone. Donc on vient de lancer un nouveau produit fin décembre qui s'appelle Perial Eurocarbone, qui sera une SCI distribuée en UC et qui pour nous est vraiment l'avenir de l'immobilier. L'objectif est d'arriver à la neutralité carbone sur le scope 1 et le 2, donc tout ce qui est maîtrisable sur l'immeuble. On a été pionnier il y a 10 ans, 11 ans maintenant avec PFO2, qui était la seule SCPI avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie. Et cette réduction, elle n'a de sens que, bien sûr, en minimisant cette empreinte carbone. Donc, on a voulu lancer ce produit. Donc, pour nous, c'est vraiment notre espoir de croissance et vraiment là où on pense que la collecte va se placer, parce que on le voit bien, les locataires cherchent de plus en plus des immeubles flexibles, des immeubles qui sont aux dernières normes environnementales. Et donc, c'est quelque chose d'important pour nous. Le deuxième axe de développement, c'est l'Europe, et on a lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle PF Hospitalité Europe sur effectivement cette thématique de l'accueil du public, donc santé, éducation, résidence senior, résidence étudiante, voilà, tout ce qui accueille du public, et surtout qui, dans les pays européens, alors pourquoi en Europe sur ces types d'actifs? Parce que contrairement en France où il y a la notion de fonds de commerce, elle n'existe pas en général à l'étranger, et donc sur ce type d'actifs, on a des baux de très longue durée, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et donc ça permet d'avoir des revenus à très long terme, une visibilité du revenu à très long terme, et donc quelque chose qui va très bien avec l'esprit de la SCPI, qui est souvent un placement à long terme de plus de 8 ans. Donc voilà, Europe et empreinte carbone faible. Donc deux lignes d'avenir. Alexandre, chez Estiam, sur quoi on met l'accent ? Alors déjà, on va continuer à mettre l'accent sur l'accompagnement des locataires, parce que même s'il a été dit à un moment donné qu'il y avait des demandes de franchise opportunistes de certains, on sait très bien que ceux qui ont des difficultés à payer sont sincères. Et si en 2020, il y a eu moins de faillites,
c'est essentiellement parce qu'il y a eu tout un arsenal de mesures qui ont été mises en place, mais on sait que 2021, c'est quand même une année de danger. Donc, grande proximité avec les locataires pour essayer de faire en sorte, d'une part, de récupérer bien sûr le plus de loyers pour nos associés, mais également pour faire en sorte que nos locataires, qui sont aussi nos clients, puissent survivre et passer ce moment difficile. Et puis après, en termes de SCPI, celle qu'on va mettre en avant essentiellement, c'est Estiam Placement Pierre. C'est une SCPI majoritairement bureau, investie à plus de 50% en Ile-de-France et même pour un quart à Paris, qui est une SCPI qui se comporte bien, qui a pas mal de locataires qui sont des entreprises assez moyennes. On pense que ce sont des entreprises qui seront moins concernées par la problématique de télétravail et donc qui nous permettent, c'est une SCPI qui nous permet de servir un rendement du même niveau que celui qu'on avait connu jusque-là. Très bien, donc on arrive effectivement vers des solutions ou des réactions pratiques au sujet. Christophe Nizan, même question pour la Française. Sur quoi vous mettez l'accent? Alors, effectivement, on va plus parler de solutions que de réponses produits. Et de ce point de vue-là, il y a l'approche solution en termes de SCPI, d'OPCI, de SCI, qui est importante. Et je partage ce qui a été dit sur l'approche thématique. On a bien vu que l'univers des véhicules immobiliers non cotés rentrait dans cette dimension d'allocation et on permet aux partenaires de faire des allocations diversifiées, bureaux, santé par exemple, France ou Europe. Donc on voit bien que c'est un usage du véhicule SCPI qui est en train de se développer de manière très forte, encapsulé dans la thématique qui va être incontournable, qui est l'ISR bien évidemment. Et donc à la Française, pour en citer un quand même, je citerai la SCPI LF Grand Paris Patrimoine qui annoncera très prochainement des très bonnes nouvelles pour l'année qui s'ouvre. Mais à côté de ça, je tiens à souligner quand même que l'approche servicielle est un élément fondamental pour nos partenaires concernant la gestion de patrimoine. Et nous sommes en train de développer une solution qui va permettre non plus seulement d'investir en parts de SCPI, mais en montant. Et donc, on pense que ça va démocratiser encore plus, s'il en est besoin, l'investissement SCPI auprès de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Et on voit bien que dans cette logique d'aller chercher du rendement qu'offre la SCPI, à côté de ce qu'on connaît, que sont les SCPI, les OPCI, s'est développé l'année dernière de manière extrêmement puissante, et ça c'est un fait de marché dont on reparlera très probablement, c'est les allocations de SCI dans l'assurance vie, dans un contexte de disparition quasi annoncée du fonds euro, et on voit bien l'émergence de ces SCI qui vont continuer à être une des solutions priorisées par les clients et nos partenaires. Donc un environnement qu'on se veut plutôt confiant, pour résumer mes propos, prudent certes parce que le contexte n'est pas simple, mais on est plutôt confiant sur la capacité qu'on va avoir aux côtés de nos partenaires concernant la gestion de patrimoine de proposer des allocations avec des très beaux véhicules. Eh bien, parfait. Bon, tout cela est très rassurant et j'aimerais approfondir un peu ces questions, notamment sur un point particulier. Aujourd'hui, on sait que l'essentiel de l'épargne française est dans une position attentiste. Et c'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui dans l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que même si on sait que le conseiller est compétent, même si on sait qu'il a des bonnes idées, on a quand même une inertie avant de prendre des décisions. Alors, j'aimerais savoir, messieurs, alors je suis désolé, je trouve que la parité n'a pas été tout à fait respectée dans cette table ronde. Heureusement que le mot SCPI est féminin. Mais donc, est-ce que quelqu'un a envie de répondre sur cette question? En quoi il y a des raisons, ou quelles seraient les raisons pour investir aujourd'hui en SCPI? On comprend que finalement, les SCPI vont, celles qui existent, celles qui sont en développement, vont bien survivre. Mais qu'est-ce qui incite, ou qui devrait inciter, un ou une cliente, allez, on va mettre les clientes au féminin, comme ça on en aura un peu plus, d'investir aujourd'hui en part de SCPI? Qui veut répondre? Daniel. Moi, je veux bien réagir un peu sur la perception du marché de l'épargne, avec effectivement un taux d'épargne de 25 à 30% qui est historiquement élevé. Et il faut, la mission des CGPI, c'est quelque part de déconfiner l'épargne. On pourrait le dire comme ça. Et à mon avis, le discours qu'on doit tenir, et qui est exact auprès des clients,
c'est celui, je dirais, d'enjamber 2020 et 2021. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le sens du long terme, parce qu'à court terme, il y aura toujours des raisons intelligentes de ne rien faire. Sauf qu'on sait que c'est pas la bonne démarche. Et donc, il faut que les épargnants redeviennent investisseurs. Et au lieu de dire qu'on va s'engager sur une bonne nouvelle dans 6 mois, dans 1 an, etc., je pense, moi, vraiment une des façons de se projeter, c'est de dire la SCPI est un des véhicules avec lesquels on peut le mieux se projeter dans le long terme sans avoir trop de mauvaises nouvelles sur le court terme. Donc voilà, moi, je pense que c'est la temporalité qui est la réponse. C'est une première réponse intéressante. Yann, vous vouliez répondre ? Oui, je pense qu'on a un défi en tant que profession globale, c'est de faire en sorte que nos véhicules d'épargne immobilière soient plus utilisés dans l'épargne retraite. Je pense que les véhicules qu'on porte sont des véhicules parfaits pour préparer sa retraite. Or, quand on regarde la moyenne d'âge de nos souscripteurs, elle est plutôt élevée et je pense qu'il faut qu'on fasse cet effort puisque les SCPI ont maintenant plus de 50 ans d'histoire, qu'on a des véhicules qui ont passé de nombreuses crises, dont des crises très sévères comme celle des années 90. On a Noupérial, la plus vieille SCPI du marché, qui s'appelle PF Grand Paris, qui a 53 ans, qui fait un TRI qui est quasiment 10% à 53 ans. Avec une volatilité très faible. En couple rendement-risque, comme ça a été dit avant, la SCPI aujourd'hui se situe à un niveau particulièrement favorable pour les particuliers. Donc on a vraiment un devoir d'éducation, je pense, vis-à-vis de nos épargnants pour prouver que la SCPI est vraiment un très bel outil. La SCPI et les véhicules d'épargne immobilier est un très bel outil pour préparer sa retraite. Oui, alors tout à fait d'accord. C'est un argument fort, objectif, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la réaction de beaucoup de gens est de dire, bon, tout ça c'est vrai, mais c'est le passé, donc c'est un beau passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois vraiment me déplacer maintenant avant de savoir que l'épidémie est totalement terminée, que l'économie est repartie, etc. Christophe. Pour ma part, en tous les cas, 2 réponses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne dite de précaution est investie sur des livrets A, sur différents supports qui aujourd'hui font perdre de l'argent à l'épargnant. Et je pense que le conseiller en gestion de patrimoine, qui est notre partenaire privilégié, a bien conscience que pour gagner de l'argent aujourd'hui, ça n'est pas compatible avec être investi sur des supports qu'on va qualifier de monétaires, voire peut-être demain sur les fonds euros, soit dit en passant. L'autre élément, je pense, et c'est la vraie réponse, c'est l'investissement programmé. Je pense qu'il faut pouvoir rentrer régulièrement dans le marché et pas forcément tout mettre ses œufs dans le même panier, pour reprendre cette fameuse expression, mais régulièrement y venir. Et c'est la raison pour laquelle nous développons ces solutions d'investissement progressif, non plus en part mais en montant, afin de pouvoir rentrer sur les marchés, quels que soient les cycles. Et au même titre que les partenaires le font sur les marchés financiers, désormais, on va pouvoir leur offrir cette possibilité de faire entrer les clients lorsque les marchés sont un petit peu tendus, comme c'est le cas aujourd'hui, pour espérer profiter d'un cycle qui s'améliorerait dans les années à venir. Donc, la réponse, pour résumer, c'est d'investir le plus régulièrement possible. C'est probablement la meilleure possibilité de ne pas perdre d'argent et surtout d'en gagner dans la durée. Bon, eh bien, on vous entend et on espère que les clients suivront. Alors, je vais poser une question totalement différente à Alexandre Claudet, sauf si vous vouliez répondre sur ce point-là. Alors moi, je souscris à tout ce qui a été dit. J'ajouterais peut-être une chose, c'est que ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'il ne se passait pas une semaine, voire pas un jour, sans qu'on nous demande comment on faisait pour encore investir dans des conditions intéressantes dans un marché immobilier qui était quand même extrêmement porteur. En réponse à ces questions, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, justement, on a un peu de détente et c'est le moment d'investir. Et c'est aujourd'hui qu'on pourra investir dans des conditions plus favorables. Donc, venez et poussez les clients à souscrire des parts de SCPI aujourd'hui. D'accord, bonne réponse, bonne précision. Alors, la question que j'allais vous poser. On nous dit aujourd'hui que la France, l'économie française, va être beaucoup plus touchée finalement que l'économie allemande au travers de cette grande crise sanitaire. Ça vous donne pas envie d'aller investir en Allemagne ? Si, alors on a déjà mis les pieds en Allemagne, puisque pour l'instant, on est investisseur dans deux hôtels, deux sites de séminaires en Allemagne.
C'est vrai qu'on est sur un marché qui généralement est réputé assez solide. Bon, en ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut reconnaître que la difficulté de réunion est la même en Allemagne qu'en France. Mais oui, pour goûter à l'investissement à l'étranger, en Europe et notamment en Allemagne, c'est vrai que nous regardons toujours pour nous positionner sur ce pays. Et alors, s'il fallait jouer le contre-cycle et penser que l'Italie et l'Espagne se portent beaucoup moins bien même moins bien que la France, finalement, Yann Wildcock, vous n'avez pas envie d'aller dans ces pays-là ? L'Italie, c'est compliqué. Et c'est compliqué depuis longtemps, avant le Covid. Donc on fait attention quand on va en Italie. On regarde l'Italie du Nord essentiellement. L'Espagne, c'est comme tout. C'est comme on a dit tout au long de la conférence. C'est une question de secteur. Il y a des secteurs où on n'irait pas en Espagne. Il y a des choses encore intéressantes. La crise, c'est aussi le moment de saisir des opportunités. Il faut le noter. Et et c'est voilà, nous on vient d'acheter des actifs à Barcelone, dans le centre de Barcelone, on est en train de regarder des actifs dans le centre de Madrid, avec des taux qui sont pour le coup là 50 à 100 points de base plus élevés que ce qu'on aurait connu l'année dernière. Et donc ça c'est intéressant. Le problème de l'Allemagne dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même les taux. Si vous voulez acheter du bureau à Berlin, il faut payer de 20%. Donc c'est très compliqué d'aller acheter du bureau à Berlin. Par contre, en Allemagne, vous pouvez aller faire de la santé, ou vous pouvez aller faire de l'hôtellerie, où vous trouverez des taux intéressants. Donc en fait, il n'y a pas Pardon, de Yann, j'ai pas bien entendu. Si vous achetez du bureau en Allemagne, il faut payer du... Le taux prime à Berlin, il est autour de 2,20, 2,25 en ce moment. D'accord. J'avais entendu, merci. Il est très très bas, donc c'est pas atteignable pour nos SCPI, ou alors on diluerait trop la performance. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de bon et de mauvais pays. Il faut simplement trouver le bon actif dans la bonne localisation, dans le bon secteur, dans le bon pays. Très très bien. Je trouve toutes ces réponses vraiment intéressantes. Daniel, sur le même sujet, est-ce que votre analyse est que cette crise va quelque part libérer les SCPI sur l'Europe? Autrement dit, est-ce que les SCPI françaises vont être beaucoup plus investies en Europe dans l'avenir que par le passé? Alors oui, mais je dirais que ça n'est pas tellement en attente d'une libération, c'est plutôt que la conquête du marché européen est un long travail qui nécessite de la présence locale et je pense que tout le monde est d'accord tout le monde a envie d'investir en Europe. Comme disait Yann, effectivement, c'est beaucoup une question de secteur. C'est-à-dire qu'effectivement, l'immobilier de santé en Allemagne, où nous, on est massivement investis, pour nous, c'est clairement aujourd'hui une opportunité. C'est clairement aujourd'hui, je dirais pas un Eldorado, mais en tout cas un vrai axe d'investissement. À mon sens, ce que peut apporter l'Europe, c'est la profondeur de marché sur des secteurs alternatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas facile d'investir en logement, par exemple, en France, parce que l'acquisition en bloc de logement, c'est 1 milliard d'euros par an en France, contre 18 ou 19 milliards en bureau. Donc c'est un marché de niche pour les institutionnels. Pour le rendre profond, il faut l'opérer à un niveau européen. Donc je dirais pas qu'il faut chercher des Eldorado en Europe, je dirais qu'il faut donner par l'Europe une profondeur à des classes d'actifs alternatives au niveau national. Très très bien. Alors, il nous reste à peine quelques minutes avant de conclure. Moi, j'aimerais poser une question toute simple, d'un œil neuf, si on peut la poser comme ça, même si c'est peut-être une très 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 vieille question. On imagine une personne qui fait un héritage et qui d'un seul coup se retrouve avec un montant de patrimoine, on va dire, un peu inhabituel. Et cette personne, elle est propriétaire de sa maison ou de son appartement, elle a un peu de livret A, elle a un peu d'assurance vie qu'elle avait, et puis elle se retrouve avec un montant à investir. Quelle proportion vous mettriez en bourse et quelle proportion vous mettriez en CPI? En bourse, on imagine au PCVM. Qui veut répondre? Alexandre. Il ne m'a pas regardé, c'est pour ça que j'interroge. Merci Guy pour cette bonne question. Non, il y a bien sûr d'autres paramètres qui rentrent en compte. Ce dont il faut tenir compte, c'est que la SCPI, c'est avant tout un produit de rendement.
Donc la réponse est une réponse revenue pour l'essentiel, même si la possibilité d'acheter de la nue propriété ou d'autres mécanismes peuvent transformer un peu le produit. Mais je crois que avant tout, une bonne allocation, c'est une allocation équilibrée. Il n'y a pas de réponse. Je peux dire un mot, moi. Oui. Christophe répondra. Yann Vidcock, une réponse. Je voudrais une réponse brutale, directe, simple. Moi, pour ce type de placement, je n'irai pas mettre en bourse aujourd'hui, mais alors c'est ma position personnelle, puisque je me souviens d'avoir lu un très bon article d'un certain auteur qui s'appelle Guy Marty, qui disait que la meilleure façon d'investir en bourse, c'était d'investir au fur et à mesure et un peu chaque mois. Donc sur un one-shot, placer tout sur la bourse, ça me gênerait un peu, et je pense qu'au contraire, alors je ne mettrai pas tout en SCPI non plus. Hein. On voit le tennisman qui a su envoyer la balle, oui, parce que je n'ai pas précisé que c'est un grand tennisman, mais il a su, clac, renvoyer la balle. Merci pour mon article. Daniel, même question. Alors, ce que dit la littérature, c'est 20%. En termes d'allocation optimale, etc. Mais ça dépend de l'âge de la personne. Il y a un dicton qui dit, je crois que c'est aux États-Unis qu'on dit ça, que la proportion d'argent placé en obligation doit être la même que celle de votre âge. À 80 ans, on doit avoir 80% d'obligations, etc. Alors moi, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il faut partir d'une allocation, rationnelle qui serait 20% et l'augmenter au fur et à mesure de son âge. Parce qu'on a une préférence pour la liquidité qui est moindre, normalement, au fur et à mesure que l'âge augmente. D'accord. Christophe. Alors d'abord, je précise qu'on n'a pas trouvé la pierre philosophale, hein, c'est pas non plus. Ouais. Mais je pense que la bonne réponse, c'est surtout dans le contexte actuel, c'est de s'adresser à son conseiller en gestion de patrimoine, qui saura probablement bien mieux que nous faire l'allocation qui convient. Alors j'ai compris, c'était une mauvaise question, mais il y a eu des bonnes réponses. En tout cas, merci messieurs pour vos interventions vraiment très très intéressantes. Je pense que si on les reprenait une par une, on verrait qu'il y a un paysage extrêmement complet, extrêmement profond du sujet SCPI aujourd'hui et du sujet immobilier. Et puis, pour tous, bonne chance dans vos investissements et bonne chance avec vos clients. Merci.